1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah les gars, qu'est-ce que vous faites? On compte les sous de notre livret d'épargne, parce qu'apparemment, en laissant notre argent sur notre compte, on va bientôt en perdre. Comment c'est possible? Bah les gars, vous n'êtes pas au courant? La BCE a décidé de ne plus rémunérer les sommes que les banques lui déposent chaque jour. C'est quoi la BCE? C'est qui décide ça? Et pourquoi elle fait ça, la BCE machin chose? Oh là là, Pauline. Quoi? Venez me voir, je vais vous expliquer. Mais t'es où là? Bah à la Banque nationale de Bruxelles, voyons. Dépêchez-vous. Allez, Pauline, direction Bruxelles. On va voir si les gens en savent plus que toi. Et ne me prends pas le chou. Bon les gars, voilà, je suis arrivée à Bruxelles. Je vais aller demander aux passants s'ils en savent davantage sur la Banque Centrale Européenne et sur la politique monétaire. Qu'est-ce que vous évoque la politique monétaire? La politique, l'euro, l'argent, le Fonds mondial économique, puis voilà. Puis est-ce que l'argent c'est important? L'économie, en règle générale. Par ça, je connais rien. Alors, à quoi vous fait penser la Banque Centrale Européenne? J'en ai aucune idée. Pas grand-chose. Selon moi, elle serait à Bruxelles, mais j'en sais pas plus. Allez, vous le savez, c'est la banque des banques. Alors Alix et Benja, c'est bien ça? Ce n'est pas tout à fait ça. On ne peut pas vraiment considérer la Banque Centrale Européenne comme une vraie banque, mais plutôt comme une institution faisant partie de ce que l'on appelle l'eurosystème avec les 19 pays membres de la zone euro. L'objectif de l'eurosystème est de garantir une stabilité des prix. Et pour ce faire, la Banque centrale doit définir et mettre en œuvre ce que l'on appelle une politique monétaire. Il existe également d'autres banques centrales dans le monde, telles que la Fed aux États-Unis, la BOJ pour le Japon, ou bien plus proche de chez nous, la Bank of England qui s'occupe de la politique monétaire au Royaume-Uni. Au sein de la BCE, c'est le Conseil des gouverneurs qui prend les décisions concernant les orientations nécessaires à l'exécution de la politique monétaire. Ça veut dire quoi la politique monétaire? La politique monétaire englobe les décisions prises par une banque centrale ayant pour but d'influencer la valeur de la monnaie et la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Et tu parlais de stabilité des prix, mais ça veut dire quoi? Ah, je peux t'aider à répondre à cette question. La réunion qui se déroule à la Banque nationale vient de se terminer et je vais essayer d'interroger un des gouverneurs. Oh tiens, la voilà justement. Bonjour Madame le gouverneur. Bonjour, Auriez-vous 2 minutes à m'accorder? bien sûr, avec plaisir. Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste la stabilité économique dans la zone euro, s'il vous plaît? Eh bien, le Conseil des gouverneurs de la BCE a défini la stabilité des prix comme une progression sur un an de l'indice des prix à la consommation harmonisée dans la zone euro, inférieur mais proche de 2% à moyen terme. Pour atteindre cet objectif, nous procédons à une analyse économique et une analyse monétaire. En ce qui concerne l'analyse économique, nous examinons différents indicateurs conjoncturels comme l'évolution des prix, de la production, du chômage, des salaires et d'autres, tout ça dans la zone euro. Ces indicateurs nous permettent d'évaluer les risques à court et moyen terme pour la stabilité des prix. Ensuite, pour l'analyse monétaire, nous analysons l'évolution de la quantité de monnaie en circulation et des crédits octroyés afin d'évaluer leur implication possible sur l'inflation. Enfin, le recoupement des résultats de ces deux analyses nous permet d'évaluer les risques pour la stabilité des prix. Et c'est alors que nous prenons les décisions adéquates relatives à la politique monétaire afin d'éviter des périodes prolongées de déflation ou d'inflation. Attends, là j'ai rien compris. Alix et Benjamin, expliquez-moi un peu s'il vous plaît. Mais c'est très simple, Bastien. Que signifie IPCH inférieur mais proche à 2%? L'IPCH est un indicateur économique qui tente de refléter aussi objectivement que possible l'évolution dans le temps du prix d'un panier de biens et services acquis par les ménages et considéré comme représentatif de leurs habitudes de consommation. C'est comme ça que l'on calcule l'inflation. L'inflation est caractérisée par une hausse durable et générale des prix de l'ensemble de ces biens et services. Mais pourquoi l'inflation doit-elle se fixer à un niveau proche mais inférieur à 2%? Tout simplement pour 3 raisons. La première est pour bénéficier d'une marge d'erreur en cas de surestimation de l'inflation.
Cependant, une inflation trop importante peut être néfaste pour l'économie, car les prêteurs vont exiger une prime de risque plus élevée, ce qui va augmenter le coût de financement des investissements, ce qui va être néfaste pour la croissance économique. De plus, une inflation trop élevée va éroder le pouvoir d'achat des ménages qui pourront moins consommer. Quant aux entreprises, elles vont réduire leur production, ainsi que leurs embauches, ainsi que leurs investissements, ce qui va provoquer un ralentissement de l'économie. La deuxième est d'avoir une marge de sécurité face à une baisse durable du niveau général des prix, ce que l'on appelle la déflation. En effet, même si la déflation peut être favorable à court terme, les consommateurs vont retarder leurs achats pour pouvoir bénéficier de prix plus avantageux à long terme. Les entreprises vont donc devoir diminuer leurs prix pour écouler leurs stocks, ce qui va impacter leur marge bénéficiaire. Les entreprises vont également devoir diminuer leurs coûts en diminuant notamment l'emploi. Ces licenciements vont diminuer le revenu disponible des ménages et créer de la méfiance. Tout cela nous fait rentrer dans une spirale négative. En même temps, la diminution des prix augmente la valeur réelle des dettes des débiteurs, ce qui peut entraîner une hausse des défauts de remboursement et décourager nos agents économiques à investir. La troisième est pour tenir compte des écarts d'inflation entre les pays de la zone euro afin d'éviter que certains pays ne soient soumis à des taux trop bas, voire négatifs, afin de contrebalancer les taux d'inflation trop élevés de certains pays. Oui, mais les gars, comment la BCE arrive-t-elle à maintenir l'inflation proche à 2%? Tout simplement grâce au mécanisme de transmission. C'est le concept de base en politique monétaire. À l'aide de différents instruments, la BCE va pouvoir influencer l'activité économique à court terme et donc l'évolution du prix. L'inflation, quoi. L'instrument principal utilisé par la BCE est le taux d'intérêt directeur des opérations principales de refinancement. Ce taux détermine le taux auquel la BCE prête de l'argent aux banques commerciales, lequel détermine le taux auquel les banques se prêtent entre elles. Ce taux influence à son tour les taux d'intérêt des prêts et dépôts acquis par les banques à l'égard des particuliers et des entreprises. Lorsque l'activité économique est forte, la BCE va vouloir ralentir l'inflation. Elle mène une politique monétaire dite restrictive, c'est-à-dire qu'elle va relever son taux directeur. Les établissements bancaires vont se refinancer auprès de la BCE à un taux plus élevé, ce qui va directement impacter leur taux de crédit. Les ménages et les entreprises vont donc diminuer leur demande de crédit. Comme le nombre de crédits octroyés par les banques diminue, la création monétaire diminue aussi. La masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation dans l'économie, diminue elles aussi. La consommation et les investissements réalisés par nos agents économiques diminuent, ce qui ralentit la demande globale et donc l'évolution des prix. A contrario, lorsque l'activité économique est plus faible, la BCE cherchera à accélérer l'inflation. On dit alors qu'elle mène une politique monétaire accommodante ou expansionniste, destinée à favoriser la création de monnaie en diminuant son taux d'intérêt directeur. En effet, les banques commerciales pourront alors se refinancer à des coûts avantageux et ainsi proposer des crédits à taux bas. Elles accorderont davantage de crédits à leurs clients, ce qui augmentera la quantité de monnaie en circulation, provoquant une hausse de la demande globale, ce qui augmentera par la suite les prix dans l'économie. En résumé, la politique monétaire consiste à fixer de façon adéquate le taux des opérations principales de refinancement, lequel influence le taux du marché, afin de contrôler le volume de crédit octroyé par les banques commerciales aux particuliers et aussi la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. C'est un exercice périlleux, car il faut assez de monnaie pour financer la croissance économique, mais pas trop, au risque de déséquilibrer le marché de biens et services et de voir apparaître une hausse démesurée des prix. Au-delà du taux d'intérêt directeur, la BCE peut également agir sur le volume des prêts consentis aux banques commerciales afin d'influencer les liquidités disponibles et de réguler l'offre et la demande de crédit. En effet, toutes les semaines, la BCE détermine le volume des liquidités qu'elle octroie aux banques qui en ont besoin. Elle peut ainsi diminuer le montant alloué pour restreindre la possibilité des banques à octroyer des crédits. À l'inverse, elle peut les augmenter pour accroître la quantité de crédits que les banques sont à même de réaliser. Bastien demande un peu à la gouverneure comment la BCE arrive-t-elle à influencer l'économie alors que son taux directeur est à 0% depuis un certain temps.
Lorsque l'économie subit un choc négatif et présente un risque élevé de déflation, tel que les taux d'intérêt ont déjà été ramenés à zéro, les autorités monétaires n'ont d'autre alternative pour stimuler la demande agrégée que de recourir à des mesures non conventionnelles, étant donné que le canal de transmission de la politique monétaire par les taux d'intérêt ne fonctionne quasiment plus. Et quelles sont ces mesures non conventionnelles? Les mesures non conventionnelles reprennent principalement l'assouplissement quantitatif, le quantitative easing, et la guidance prospective, le forward guidance. Lorsque l'objectif est d'influencer les taux d'intérêt à long terme des actifs financiers dans leur ensemble, on parle d'assouplissement quantitatif, ce qui consiste à acheter des titres d'État aux banques. L'objectif est alors double. D'une part, l'achat d'obligations souveraines permet de réduire les rendements d'obligations d'entreprise. Le coût de financement des entreprises s'en voit ainsi réduit, ce qui favorise l'investissement. D'autre part, grâce aux liquidités supplémentaires obtenues, les banques vont probablement accorder de nouveaux crédits, assouplissant les conditions financières dans le secteur privé. Le forward guidance consiste à ce que la BCE s'engage à garder le taux directeur le plus bas possible jusqu'à ce que l'économie se relance. De cette manière, les agents économiques s'attendent à ce que les taux restent bas très longtemps et adaptent donc leurs anticipations de taux d'intérêt en conséquence, ce qui est favorable pour l'investissement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Benjamin et Alix, je vous rends l'antenne. Merci Bastien Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau show.